Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La marque Oppo ne vous dit peut-être pas grand-chose. Ils ont sorti quelques smartphones premium en Europe, mais c'est surtout en Chine qu'ils sont extrêmement connus. C'est une marque énorme qui rivalise avec des géants comme Huawei, Xiaomi, et donc Oppo qui souvent est un petit peu dans le trio de tête des fabricants de smartphones là-bas. Mais s'ils sont extrêmement réputés pour leurs smartphones premium, ils se sont fait pas mal distancer par Xiaomi ces derniers temps sur le smartphone entrée de gamme. Xiaomi a toute une gamme de smartphones qui s'appelle les Redmi, et en face, Oppo n'avait rien à leur opposer. C'est la raison pour laquelle ils ont créé la marque Realme et qu'ils se sont mis à faire d'excellents smartphones, en s'inspirant quand même pas mal, il faut bien le reconnaître, de ce que faisait Xiaomi de son côté. Aujourd'hui, on va donc tester le Realme C11, qui est un petit peu la réponse de Oppo, donc, au Redmi 9A de chez Xiaomi. Évidemment, le danger, quand on a une marque de smartphone comme ça, Realme, qui ressemble beaucoup à celle de son concurrent Redmi, c'est de passer pour de vilains copieurs qui ne font pas beaucoup d'efforts. C'est la raison pour laquelle ce test va être divisé en deux parties. Aujourd'hui, on va faire un test pur et simple de ce Realme C11, et puis dans quelques vidéos, je vous ferai un comparatif avec son téléphone d'inspiration, on va dire, le Redmi 9A. Et sachez qu'en plus, ce Redmi 9A, c'est la marque Realme qui me l'a acheté pour que je fasse ce comparatif. C'est dire à quel point ils ont confiance en leurs produits, ce qui est plutôt rassurant. Est-ce que cette confiance est méritée ou pas? C'est parti pour le test. Ce C11 de chez Realme, donc, joue clairement dans la carte des smartphones premier prix, puisqu'on le trouve sous la barre des 120 € sur la plupart des sites majeurs français. C'est intéressant d'ailleurs de voir que Oppo a vraiment voulu faire une release presque internationale de ses appareils, là où les Redmi ont mis un petit peu de temps à arriver en Europe. Chez Oppo, ils ont vraiment, se sont vraiment jetés dans la fosse au lion, tout de suite avec leur modèle entrée de gamme de chez Realme, puisqu'ils sont sortis quasiment dans le monde entier, partout en même temps. Évidemment, le problème du coup, c'est que peu de gens connaissent cette marque, et je pense que c'est la raison pour laquelle ce genre de smartphone se retrouve sur des chaînes comme la mienne, pour que je puisse vous les faire découvrir. J'aime bien la boîte, jaune, ils ont évité le orange de Xiaomi, c'est bien. Il n'y a pas grande indication visuelle de l'appareil, pas de photo ni rien, juste un gros logo C11 et un petit logo à Realme. Voilà, sur le côté aussi. Un petit logo original ici, c'est pas mal. Et puis à l'arrière, on a la fiche technique, enfin simplifiée. Donc on voit quand même qu'on a une grosse batterie de 5000 mAh, ça c'est plutôt engageant en termes d'autonomie. Un écran de 6,5 pouces, donc avec l'encoche en forme de goutte d'eau. Ça, c'est quelque chose qui semble se généraliser pas mal sur les smartphones entrée de gamme. Ça ne doit pas être très cher à fabriquer. On a un appareil photo de 13 mégapixels à double objectif avec intelligence artificielle. Les clichés devraient donc être de qualité satisfaisante. On fera l'essai, bien sûr. Et bonne surprise, on a un Helio G35 comme Proco. Je m'attendais plutôt à trouver un G25 comme sur le Redmi 9A. Ils ont fait l'effort de mettre un Proco un petit peu plus balèze, ça devrait nous permettre de faire tourner les jeux dans des conditions un petit peu meilleures. Ça aussi, bien sûr, nous ferons l'essai. Après, il y a quand même des éléments qui nous rappellent qu'on est sur un smartphone entrée de gamme, comme par exemple la capacité mémoire, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Bon, 32 Go de stockage aujourd'hui, c'est ce qu'on a sur un smartphone entrée de gamme. Clairement, sur un smartphone milieu ou haut de gamme, on n'irait pas en deçà de 64 Go. Voilà. On va procéder au déboîtage. Bon, ça s'ouvre comme n'importe quelle boîte de smartphone depuis l'iPhone 1. Ici, donc, le smartphone dans un sachet. Il est disponible à plusieurs coloris. Moi, ils m'ont envoyé un vert turquoise assez joli, que j'aime bien. C'est original, ça change du noir ou du blanc. C'est cool. Ici, on a de la dock dans une sorte de petit carton qui se soulève en 2 pièces, d'ailleurs. Voilà, donc... On a aussi, semble-t-il, l'outil pour éjecter les SIM. J'essaye de ne pas dépouiller la boîte trop. Voilà, l'outil pour les SIM ici. Et de la dock, avec un petit manuel horizontal. Pourquoi pas, c'est pas mal. C'est propre en tout cas, c'est bien fait, c'est engageant. C'est en français dans le texte. Et il y a pas mal de petits éléments dans la boîte, ça c'est sympathique. On a un câble de recharge qui est de longueur très correcte. Par contre, qui est en micro USB. Là, ils ont fait un peu comme chez Xiaomi, ils ont fait un petit peu les rapias, ils n'ont pas voulu nous mettre de l'USB type C, qui est réservé à leur modèle plus premium, j'imagine. Le chargeur qui fait un poids plutôt engageant, qui est logoté Realme
et qui fait, est-ce que c'est marqué dessus? Oui, ça doit être marqué en tout petit ici. Ouh la vache, ça va être compliqué à lire ça, attendez, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Qui fait 10 watts, donc c'est du 5 volts à 2 ampères. Bon, c'est pas de la recharge ultra rapide, mais enfin c'est quand même pas si mal. Et puis on a, et ça c'est la bonne surprise, une paire d'écouteurs filaires qui ressemblent furieusement à ceux de chez Apple. Mais comme Apple ne va bientôt plus fournir des écouteurs dans ses appareils, et d'ailleurs à mon avis ils ont raison parce que qui utilise encore des écouteurs filaires? À mon avis plus personne. Bon bah c'est sympa que Realme fasse l'effort de continuer à en mettre une petite paire. Voilà, ça pourra toujours vous servir. Le design de ce téléphone semble vraiment s'articuler autour d'un design qu'on trouve aujourd'hui sur presque tous les smartphones d'entrée de gamme, c'est-à-dire un menton d'à peu près 4 mm dans le bas et une encoche en forme de goutte d'eau pour laisser passer un appareil photo frontal qui se trouve ici. Ce que j'ai apprécié, c'est que le fabricant a préinstallé, je pense que ça se voit un petit peu sur le reflet ici, un film écran sur l'écran, donc comme ça bah, vous ne risquez pas de rayer votre écran trop rapidement. Il y aura un film que vous pourrez retirer le cas échéant si vous faites une grosse entaille sur votre écran, ça c'est plutôt cool. Par contre, ne le faites pas tomber sur le béton parce que contrairement à Oukitel, on ne nous fournit pas de coque caoutchouc sur ce modèle. C'est une coque arrière en plastique que nous avons ici, mais qui est plutôt de belle qualité avec ce petit effet de reflet lié à une petite texture là sur l'arrière du plastique que moi personnellement je trouve du plus bel effet. On a une petite bande verticale ici avec le logo Realme, c'est assez classe, c'est assez bien maîtrisé en termes de design. Et puis ici nous avons le pavé d'appareil photo avec donc les deux lentilles et la LED flash. Le constructeur semble avoir fait un petit effort sur la photo, donc on fera quelques photos pour voir un petit peu comment il s'en sort. Sinon après c'est relativement classique, hein, il n'y a absolument rien sur le dessus. Le bouton volume et power sur le côté ici. En dessous, alors bonne surprise, on a une prise jack qu'on n'avait pas sur le Oukitel, souvenez-vous. Le micro, la prise micro USB dommage, et le haut-parleur ici. Et sur le côté là, tout ce qu'on a, c'est le tiroir SIM, qui, bonne surprise encore une fois, permet de mettre deux cartes SIM, plus une carte micro SD, les trois simultanément. Vous ne devrez pas choisir pour la deuxième carte entre SIM ou micro SD. Vous pourrez mettre les deux sans aucun problème. Voilà, donc maintenant on va le mettre en marche et voir un petit peu ce que ce téléphone a dans les tripes. Une fois sous tension, le smartphone nous révèle un bel écran de 6,5 pouces, bon, avec un menton quand même assez prononcé, hein, il y a 5 mm comme ça hein, d'écran qui sont tout noirs en bas, et puis il y a une goutte d'eau sur le haut. C'est un petit peu une conf qu'on retrouve sur la plupart des smartphones entrée de gamme désormais. Mais ça ne fait pas cheap et l'écran est de belle qualité, avec un bon rendu des couleurs, un bon contraste, une bonne luminosité. C'est un écran très agréable. L'interface graphique de ce smartphone est légèrement personnalisée, mais elle reste très proche d'un Android pur. On nous épargne tous les bloatware chinois à la noix qu'on a parfois sur des smartphones chinois premier prix. Et puis, petit point positif aussi, contrairement à Xiaomi, chez Realme, on n'a pas collé de la pub dans le panneau de conf du smartphone. Un point pour Realme. Sinon, à part ça, c'est très fluide, hein, on sent bien que le processeur est à l'aise, mais il n'y a qu'un seul moyen de savoir vraiment que vaut ce téléphone en termes de perf, c'est de lancer un petit benchmark. Alors c'est parti, on y va. Les résultats du benchmark de ce smartphone le placent quelque part à mi-chemin entre un Snapdragon 821 et un Snapdragon 835. Donc c'est quand même franchement pas mal, compte tenu du prix auquel est vendu ce smartphone. L'effort est louable et on devrait pouvoir s'en sortir pas trop mal dans des jeux vidéo en faisant quand même pas mal d'efforts parce qu'on est encore évidemment très loin des smartphones dernier cri qui coûtent 1000 balles. Mais bon, c'est de bonne guerre évidemment à ce prix-là. Il faudra faire des concessions, on s'en doute bien. Mais on s'en tire quand même pas trop mal. Voyons voir pour la batterie maintenant. Avec un score de 6468 points, la batterie de 5000 mAh de ce smartphone tient ses promesses. Elle a réussi à tenir screen on pendant plus de 12 heures, avec un temps de fonctionnement à 12 heures et 14 minutes. C'est vraiment très impressionnant, et ce smartphone pas cher vous permettra de fonctionner très longtemps, et ça c'est une bonne chose. Vous pourrez presque même tenir plus longtemps qu'avec un smartphone haut de gamme, mais évidemment pas avec le même niveau de perf non plus, ça va de soi. Maintenant, nous allons tester la rapidité du smartphone en termes de connexion réseau. D'abord en 4G, le Wi-Fi est désactivé et il y a une carte SIM Orange
dans le smartphone. On va lancer un petit speed test pour voir ce que ça donne. C'est parti. Ouais, on dépasse les 30 MB, c'est franchement pas mal. On dépasse les 35. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas ça en ADSL chez eux. En upload, on tourne autour des 2,50. Bon, ce sont des valeurs auxquelles il fallait s'attendre. Voilà. 35 dans un sens et 2,89, donc presque 3 dans l'autre. C'est franchement pas mal pour un smartphone dans cette catégorie-là, encore une fois. On va refaire le même test, cette fois-ci avec du Wi-Fi, relié à une fibre orange. C'est parti. Là, je suis un petit peu moins bluffé, parce qu'évidemment, avec la fibre, on aurait dû obtenir de bien meilleurs résultats. Mais il y a une explication à ça, c'est que ce smartphone n'est pas compatible, et c'est souvent le cas encore sur pas mal de modèles entrée de gamme en smartphone, n'est pas compatible avec le Wi-Fi 5 GHz, uniquement avec celui en 2,4 qui est beaucoup moins rapide. Donc ça se ressent évidemment sur les uploads et les downloads, même si là on voit quand même qu'on a un rythme beaucoup plus soutenu en upload que ce qu'on avait avec de la 4G. Mais voilà, c'est quand même des résultats corrects pour un smartphone entrée de gamme. Allez, il nous reste encore à tester la vélocité de la puce GPS. J'ai coupé la 4G, j'ai coupé le Wi-Fi. Le GPS va être seul au monde. C'est parti, on va voir combien de temps il va mettre pour se positionner. On voit déjà des GPS, ça y est, boum. Le fixe n'a même pas mis 10 secondes. C'est suffisamment rapide pour être parfaitement exploitable en mode voiture comme en mode piéton. Donc sur la connectivité, à part un Wi-Fi peut-être un petit peu à la traîne, ce téléphone est largement dans le coup. Voilà, donc comme promis, on va parler des photos maintenant, qui ont été prises avec l'appareil photo de ce smartphone. Elles sont plutôt jolies. J'ai l'impression qu'il y a un software qui augmente un petit peu le rendu des couleurs pour les rendre un petit peu plus flatteuses, les photos, mais néanmoins, elles sont précises avec un bon piqué. Ouais, le petit test de mon relais téléphonique est plutôt convaincant. Les photos sont précises, elles ne sont pas bruitées ou floues ou je ne sais quoi. Non, c'est pas mal. En extérieur, avec de la bonne luminosité, c'est pas mal. En intérieur, avec une luminosité artificielle, on n'est plus sur de la lumière naturelle, là on est sur un plafonnier, et bien là encore, c'est pas mal. La balance des couleurs n'est pas déréglée, la netteté reste très bonne, le bruitage reste vraiment contenu, et la photo ressort plus lumineuse qu'elle ne l'était à l'œil nu. Donc ça, c'est quand même une agréable surprise. Dans le noir complet, même chose, j'ai plutôt été agréablement surpris, même si évidemment ces flashs ont tendance à faire des ombres très fortes et des reflets sur les surfaces lisses assez proéminents. Néanmoins, le rendu des couleurs est plutôt juste. Mais évidemment, plus on s'éloigne voyez, en distance de la LED flash, et plus ça devient sombre, évidemment. Mais c'est quand même pas trop mal pour un smartphone premier prix de pouvoir faire des photos dans le noir total, d'une qualité quand même très raisonnable. Reste la photo macro, et là j'ai pris de très très près une fleur dans mon jardin, et là c'est vraiment, encore une fois, superbe, avec les petites gouttes de pluie sur le dessus et tout ça. J'ai fait cette photo avec l'appareil photo de ce smartphone. Donc évidemment, la macro, je la fais parce que je veux un petit peu mettre à l'épreuve le côté double objectif de cette caméra. Et bah ma foi, le pari est plutôt tenu. Je trouve que les photos de cet appareil, compte tenu de son prix, sont d'excellente qualité. La lecture 4K à 30 fps passe, ma foi, crème, il fallait s'y attendre. On n'a pas vraiment rencontré beaucoup de smartphones, même premier prix, qui n'étaient pas capables de décoder la 4K en 30 frames secondes. Le son, on va se mettre pile poil à 100%, voilà. Le son est pas mal, il sature pas, il est assez puissant. Alors évidemment, il a ce côté un peu métallique de ces minuscules petits haut-parleurs quand on les pousse au maximum. Mais c'est propre et c'est suffisamment volumineux pour pouvoir entendre un média même dans un environnement un petit peu bruyant. Donc ça, c'est pas mal.
Par contre, évidemment, comme il fallait s'y attendre, pour tout ce qui concerne la 4K à 60 fps, là, ça n'est plus la fête du tout. On va essayer quand même, mais voilà, comme il fallait s'y attendre, ça freeze sur la première frame à chaque fois. On peut avancer dans le média, mais on reste bloqué sur la première frame. Il n'y a que le son qui fonctionne. Voilà, donc les Proco Mediatek ont encore du progrès à faire de ce côté-là. Voilà, et on termine le test perf de ce smartphone, bien sûr, avec les jeux Oddworld, New and Tasty, comme d'habitude. Je vais commencer en mettant les graphismes à fond. Vous voyez, la résolution est au maximum et j'ai activé tous les effets visuels. Ensuite, je désactiverai la moitié des effets visuels, puis l'ensemble des effets visuels. Et enfin, si vraiment j'ai pas réussi à avoir de la fluidité en faisant tout ça, je diminuerai la résolution. J'ose espérer que ce smartphone, compte tenu du fait qu'il a quand même un Helio 35 et non pas juste un 25, pourra faire tourner le jeu en full résolution, juste en désactivant les effets les plus demandeurs. On va voir, hein. Là pour le moment j'ai tout mis à fond les ballons, donc je ne m'attends pas évidemment à des performances de malade, ça risque de pas mal ramer, mais on va voir, hein. Est-ce que ce sera jouable déjà? C'est déjà la première chose qu'on va essayer de voir. Toc, c'est parti. Donc là, je répète, j'ai mis les graphismes de ce jeu au maximum de ce qu'il est capable de faire, hein. On va voir comment il s'en sort déjà avec ses réglages ultimes. C'est très joli, hein. D'ailleurs, hein, l'écran rend bien justice au jeu. Ah bah c'est pas si mal. Je dois être à quoi là 10 à 15 frames secondes. J'irai pas jusqu'à dire que c'est agréable à jouer comme ça, mais c'est pas infaisable en tout cas. Bon, maintenant on va diminuer quelques effets et voir ce que ça donne. Voilà, j'ai désactivé la moitié des effets, hein, à peu près, hein, un petit peu moins. On va voir ce que ça donne juste en faisant ça. Oups. Allons-y. Eh, regardez-moi ça. Là, je suis passé à facilement 25 frames secondes, hein, je suis pas loin des 30. Les graphismes sont toujours très beaux. Évidemment, il y a moins d'effets, donc ils sont un petit peu moins jolis. Mais c'est pas mal du tout, hein. Je vais voir si en désactivant tous les effets, je peux atteindre un framerate proche des 60. Voilà, donc là, tous les effets sont désactivés. On va voir ce que ça donne. Hop. Eh, regardez ça. Là, c'est pas mal du tout, hein. La fluidité est vraiment bonne, hein. Là, je ressens plus de ralentissement manifeste. Je pense pas être quand même en 60 frames secondes, mais je suis arrivé à un niveau de fluidité tout à fait satisfaisant pour un jeu comme ça, hein. Quelques drops de framerate par-ci par-là, mais à part ça, c'est du grand art. Hop là. Oups, encore raté. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce Realme C11. J'ai presque envie de dire que pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, puisque ce Realme C11 réussit le pari d'être à la fois pas cher, suffisamment performant même en jeu, ça c'est vraiment le gros plus de ce modèle-là. Il fait de belles photos et il a une autonomie de malade. Je n'ai vraiment pas relevé énormément de défauts majeurs sur ce smartphone. Si je devais relever un défaut, je dirais peut-être l'absence du Wi-Fi 5 GHz qui forcément pénalise un petit peu la vitesse de connexion de ce téléphone sur un réseau Wi-Fi moderne. Il y a aussi quelques petites choses forcément qui manquent, mais ça c'est lié je pense au petit prix de cet appareil. Un truc tout bête par exemple, c'est il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Vous devrez systématiquement taper votre PIN code ou faire le petit schéma Android là pour déverrouiller votre téléphone. Et c'est vrai que ce sont des petits efforts auxquels on n'est plus forcément habitué de nos jours. Mais bon voilà quoi, le machin ne coûte même pas 120 balles. C'est logique qu'il y ait quelques petites choses qu'on ne retrouve que sur des smartphones plus chers. On pourra par exemple aussi citer le fait d'avoir mis une prise micro USB à la place d'une prise USB type C. C'est des petites choses qui sont peut-être un petit peu pingres parce que ça ne coûte plus bien cher à mettre dans les smartphones, mais voilà. Ce sont des petits détails finalement face à tous les points positifs qu'un tel smartphone aborde. Maintenant évidemment, comment est-ce qu'il s'en sort face à son principal rival, le Redmi 9A ?
Eh bien, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous achetez ce Realme C11, c'est sûr que vous ne serez pas déçus à ce prix-là. Et bien voilà, c'était le test de ce Realme C11 de chez Oppo. Je pense que les Redmi vont avoir fort à faire avec ce nouveau concurrent qui propose des appareils vraiment super sympas. Personnellement, j'ai été énormément bluffé par l'appareil photo et par l'autonomie de cet appareil. Évidemment, on verra dans le détail, lorsque je ferai le comparatif avec le Redmi 9A, comment le Redmi tient la comparaison, mais en tout cas, même sans avoir besoin de comparer les deux, je peux déjà vous dire que ce C11 est une excellente affaire. C'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!